c'est bon. D'abord, l'origine du wargame, elle est relativement incertaine. Mais il y a de fortes chances quand même qu'elles sont issues, on va dire, du jeu d'échecs, en tout cas l'ancêtre du jeu d'échecs qui était à 5 siècles avant Jésus-Christ, grosso modo, qui s'appelait le Wei Tai, qui est un jeu chinois. Et puis vous avez l'ancêtre du jeu de Go, qui était un jeu chinois qui s'appelait Wei Han, et à 5 siècles avant Jésus-Christ. Sinon, il y avait aussi l'ancêtre du jeu d'échecs, qui était un jeu indien du nom de Chaturanga, 5 siècles après Jésus-Christ. Le jeu d'échecs que l'on connaît actuellement a mis à peu près quasiment 1000 ans pour être stabilisé, pour être le jeu qu'on connaît bien à partir du XVIIe siècle. Alors qu'est-ce qui s'est passé un tout petit peu quand même? C'est qu'il y a eu une évolution effectivement du jeu d'échecs. On va remplacer les cases noires et les cases blanches par du terrain qui symbolise par exemple des forêts, des cours d'eau, des trucs comme ça. Et puis on va gentiment aussi changer les cavaliers, ces choses-là, par des unités qui représentent de l'époque. Mais c'était des jeux qui étaient extrêmement, on va dire, rigides. Et celui qui va un petit peu donner de la souplesse là-dedans, c'est M. von Kreisig qui invente, on peut dire, le Kriegspiel au début du 19e siècle. Alors c'est assez marrant parce que c'est un civil à la base, c'est pas du tout un militaire. Et puis lui, il va avec, en fait, il y a le fils et le père en même temps, et donc c'est presque une affaire familiale. Donc il présente ce jeu-là à des officiers prussiens qui au début se moquent joyeusement d'eux, puis au bout d'un moment, très vite, s'aperçoit de la pertinence de ces jeux. Après tout le 19e siècle, j'ai passé directement, alors ça c'est un peu c'est assez intéressant, c'est un grand auteur, écrivain de science-fiction qu'on connaît en principe, qui a écrit La Guerre des mondes, Wells, qui était aussi un amateur de wargame et de wargame sur figurines. Ensuite, je passe directement, parce que le temps presse, c'est épouvantable, il y a eu le Naval War College entre les deux guerres. En fait, le Naval War College américain faisait déjà du wargame au 19e siècle, fin du 19e siècle, mais c'était pas très bien vu. Et ça a pris ses lettres de noblesse à la fin du 19e, début du 20e, et puis il y a eu beaucoup de wargames, notamment entre les deux guerres. Comme l'a expliqué tout à l'heure Fontanella, ils ont fait plein de wargames, mais c'est des wargames professionnels. Moi, j'ai difficilement à avoir accès à ces jeux-là. Et puis, moi, je vais surtout m'intéresser ce que j'appelle aux wargames commerciaux. Alors, ce n'est pas des wargames sur le commerce, c'est des wargames qui s'achètent dans le commerce, c'est-à-dire dans des magasins spécialisés. Une grande, on va dire, c'est un réserviste d'armée américaine qui crée le premier wargame commercial qu'on peut vraiment trouver dans des magasins spécialisés qui s'appelle Tactics 2. Alors là, j'ai dit Tactics, ça c'est le premier. Tactics 2, c'est en 1958. Et puis, maintenant, j'en compte dans l'histoire du wargame, il y a eu pour moi un saut qualitatif important qui a été fait en 2015 par Churchill, qui est un jeu, justement, très particulier. J'en aurai peut-être le temps d'en discuter tout à l'heure. Typologie du wargame, alors je vais aller très très vite, ça c'est ma typologie à moi. Il y a deux gros axes, il y a un axe militaire, un axe loisir versus pro. Le wargame que moi je pratique, c'est essentiellement un wargame semi-pro, c'est-à-dire le hobby chez les anglo-saxons, et puis l'ensemble des jeux de société. Là, par exemple, vous avez le backgammon, c'est du pur loisir, et puis souvent c'est des jeux très abstraits, tandis que le wargame, comme c'est un thème militaire, va devenir de plus en plus concret, c'est-à-dire qu'on va parler d'avions, on va parler de chars, on va parler de ressources pétrolières, ce genre de choses. Alors, maintenant je vais très très vite parce que le temps presse. Il y a plusieurs échelles du wargame. Maintenant, je vais prendre surtout Pearl Harbor, vous allez comprendre pourquoi. Je vais prendre essentiellement la bataille de Stalingrad. La bataille de Stalingrad a une chose importante, c'est qu'elle est extrêmement bien fournie en termes de wargame. Il y a une qualité de wargame sur la bataille de Stalingrad. Et là, vous êtes dans un environnement subtactique. Chaque hexagone, vous voyez, c'est des hexagones, représente 50 mètres de terrain, grosso modo. Les bâtiments qui sont là sont des bâtiments qui sont modélisés, qui existaient. Les unités qui sont présentes représentent des unités, des squads, grosso modo, ont une dizaine d'hommes. Les véhicules, si on a là-dessus, représentent un char, et puis chacun avec des caractéristiques qui leur sont propres. Ça, c'est un jeu qui est très connu, qui s'appelle Advanced Squad Leader. 250 pages de règles. Alors, sur tous les fronts, hein, vous trouvez Squad Leader avec les Japonais, etc. Ensuite, vous avez, vous avez l'échelle au-dessus, vous avez une échelle plutôt tactique.
Là, ça représente une partie de la bataille de Stalingrad. Alors, bien évidemment, ce que je vous ai montré tout à l'heure, ça correspondrait à quoi? Un petit machin là-dedans, vous voyez. Donc, les unités ne seront plus des escouades, ça sera ici des bataillons. Le tour de jeu ne va pas représenter 2 minutes de temps réel, mais va représenter par exemple 8 heures ou une journée. Et puis, c'est des jeux, bon, ça c'est un jeu qui est beaucoup plus simple. Puis encore une petite chose à dire sur ce jeu qui est excellent, qui s'appelle Turning Point Stalingrad, c'est que c'est un jeu qui a été fait dans les années 80, je crois 87, et c'est un jeu extrêmement novateur parce qu'il n'utilisait pas les hexagones, mais il utilisait des zones, tout simplement. Des zones avec un potentiel de défense propre à chaque zone, c'est-à-dire que les zones où il y a beaucoup de construits, et ben, protègent mieux que les zones où c'est en terrain clair. Et ben, ça ne plaisait pas du tout quand ça a été cette innovation n'a pas du tout plu au début, tandis que maintenant, les jeux à zone ont un franc succès. Donc vous voyez, ils étaient un petit peu en avance. Ensuite, pour aller un petit peu, vous avez le wargame, ça c'est l'échelle que je préfère, le wargame opérationnel, où là vous avez la bataille, là vous avez l'opération Uranus, et puis Stalingrad c'est représenté par 1 ou 2 hexagones. C'est pas ici. Et puis les unités ici, c'est des divisions, voire même des corps d'armée pour des Russes. Donc on a un changement d'échelle qui est important. Un tour de jeu, bien évidemment, va représenter peut-être une semaine, voire 2 semaines. Chaque hexagone peut représenter 10, 15, 20 km. Je ne sais pas, là, je ne connais pas les échelles précises de ce jeu-là. C'est pour vous montrer. Et maintenant, on grimpe un petit peu. Là, vous avez le jeu stratégique. Le jeu stratégique, vous allez justement, là, Stalingrad, c'est juste un seul hexagone, au fond. Et là, ça va représenter l'ensemble du conflit. Tandis qu'avant, on avait une opération qui allait représenter quelques mois maximum du conflit. Ici, vous avez vraiment l'ensemble du conflit, 41 à 45. Là, c'est c'est le front de l'Est. Il y a vraiment des problèmes à ce moment-là qui sont abordés, qui ne sont pas que militaires. Vous avez aussi des problèmes de logistique, vous avez des problèmes de transport de troupes. Il faut, notamment, même dans un jeu comme celui-ci, d'amener par exemple des troupes, il faut qu'il y ait la gauche, l'écartement des rails entre les rails de chemin de fer entre les Allemands et les Russes ne sont pas les mêmes. Et là, il y a des pions, d'ingénieurs qui vont justement pouvoir changer les rails de chemin de fer, pouvoir amener les troupes plus rapidement au bord du front. Alors, maintenant, après il y a un stade au-dessus que j'appelle le grand stratégique. Donc ça, c'est typiquement un jeu grand stratégique. On commence en 1935 et on finit en 45, en 46, grosso modo. Et ce qui est très intéressant dans ce jeu-là, c'est qu'on va jouer, par exemple, il n'y a plus que l'aspect militaire, il y a beaucoup d'autres aspects. Vous avez des aspects d'influence politique, il y a des pays neutres, on va essayer de faire de la politique avec des cartes, des machins, etc. Ça se joue à 3 ou à 4, ça dépend. Et puis, il y a bien évidemment l'aspect politique, vous avez un aspect économique, vous avez aussi un aspect purement aussi technologique, vous avez développé des armes, des choses. On a fait une partie avec des amis, ce qui était absolument génial, c'est qu'on a joué, on n'a pas du tout déclaré la guerre. On a fait une espèce de guerre froide, et ce qui s'est passé, c'est que les Américains ont gagné parce qu'ils avaient la bombe atomique. Alors là, on s'est dit, bon, ok, on va se coucher. Et voilà, oui, c'est intéressant, c'était une partie étonnante parce qu'on voulait vraiment construire des armes tellement puissantes qu'on a trop attendu et il y en a un qui a eu l'avance. Et puis maintenant, pour terminer cette typologie des wargames, je dirais ce qui est excellent, là on a vraiment un saut qualitatif, un saut dans les wargames, c'est plus vraiment un wargame, c'est un serious game politique, c'est de Churchill. Churchill, c'est un jeu, c'est un jeu génial parce que c'est un jeu géopolitique, même un jeu politique, qui représente non plus une affaire, chacun joue, il y a un qui va jouer Churchill, en tout cas Churchill, un autre va jouer Staline et un autre va jouer les Américains. Voilà. Et l'idée, c'est de simuler les conférences. On connaît tous la conférence de Yalta, mais durant la Deuxième Guerre mondiale, il y a plein d'autres conférences entre ces 3 grands dirigeants, ces 3 grandes puissances. Et ici, il faut jouer ces conférences-là, donc c'est du lobbying. Ils savent qu'ils vont piller l'Allemagne, ça c'est bon, mais comment? Et on s'est préparé à la guerre froide. C'est un jeu absolument génial, j'ai fait une partie, c'est très fin. Maintenant, on va aller, alors les wargamers, ça je l'ai passé, c'est très rigolo, mais on n'a pas le temps. Voilà, wargame sur Pearl Harbor. Alors,
Quel jeu? BoardGameGeeks, qu'est-ce que c'est? BoardGameGeeks, c'est la base de données. C'est la base de données la plus importante sur les jeux, sur les wargames. Moi-même, j'alimente régulièrement, je leur donne un petit coup de main, j'aime bien faire ça. Et ce qui se passe, si vous recherchez des jeux sur Pearl Harbor, vous en trouvez 15, dites bon, c'est très peu, et il n'y en a qu'un seul sur la bataille de Pearl Harbor en tant que telle, sur l'attaque de Pearl Harbor. Et moi, j'ai trouvé ça ne m'a pas trop surpris en réalité, et j'aimerais un petit peu vous expliquer pourquoi. Alors, la raison, elle est simple, c'est que je pense que déjà, alors, parmi ces 15, qu'est-ce qu'il y a comme jeux qui s'appellent Pearl Harbor, mais qui ne sont pas des attaques qui ne représentent pas l'attaque de Pearl Harbor? Il y a beaucoup de jeux qui reprennent le nom de Pearl Harbor, mais pour faire un jeu grand stratégique sur, par exemple, l'entier de la guerre du Pacifique. Vous avez des what if du style, des choses complètement folles, et si les Japonais avaient armé des troupes, des choses complètement décollées. Vous avez beaucoup de jeux qui ont été faits, par exemple, par des passionnés, mais qui ne sont pas publiables, qui sont seulement des productions maison faites avec une photocopie. Et il n'y en a qu'un seul, la déception, qui s'appelle Day of Infamy, The Attack on Pearl Harbor, fait en 2009 par Minden Game. Vous voyez, le jeu que c'est vraiment, c'est un peu triste, hein. Ben, c'est tout ce que j'ai trouvé. Et il n'y a pas grand-chose d'autre. Donc, une des raisons, je pense, et par contre, il y a des gens, justement parmi les passionnés de la bataille, de l'attaque de Pearl Harbor, il y a des gens qui se sont attachés énormément à des aspects très particuliers. Notamment, par exemple, un jeu sur l'attaque des bateaux, on se préoccupe de ça, donc on compte les torpilles, etc. Et puis, chaque bateau est représenté, et là, vous avez, par exemple, si la torpille touche sur la ceinture blindée, où il y a un bug anti-torpille, ça va causer moins de flooding que si ça touche dans des endroits plus faibles, etc. Donc, c'est des jeux un peu de geek, hein, on est d'accord? Ça n'intéresse pas grand monde, hein, c'est tout simplement. Alors, maintenant, pourquoi cette débâcle? Déjà, le thème, je pense que le thème de Pearl Harbor, ce n'est pas un thème qui fait très plaisir, c'était quand même un traumatisme pour les Américains, c'était une grosse attaque, c'était quelque chose qui, à mon sens, a dû jouer... voilà, ils préfèrent faire, je ne sais pas, de créer des jeux sur Gettysburg, sur D-Day, ce genre de choses. C'est pas un thème qui est très sexy. La jouabilité, je pense que c'est un des principaux obstacles. Pourquoi? C'est que, franchement, jouer un jeu où il y a un camp qui est passif et l'autre qui est très actif, ben il y en a un qui va s'ennuyer, quoi. Donc, le jeu, le wargame actuel, le wargame a forcément quelque chose à voir avec la jouabilité et la maturité, dans le sens que à cette époque-là, pendant très longtemps, les wargames avaient suivi un mindset, ben, il faut que ça soit jouable, il faut que ça soit équilibré, etc. Il faut que ça soit jouable. Et ben, maintenant, les choses ont un petit peu changé. Je pense que les choses ont changé, et vous allez voir pourquoi. C'est que, au fait, un jeu, par exemple, sur Pearl Harbor peut être intéressant parce qu'il y a du damage control. C'est-à-dire comment, si vous êtes attaqué, comment vous pouvez répondre aux dégâts. Vous avez aussi de la gestion de crise dedans, qui est possible. Quelque part, vous pouvez en faire un serious game. Vous voyez? Donc, il y a eu un besoin de maturité. Un jeu comme Churchill, s'il aurait été produit, par exemple, en 1980, il n'aurait pas du tout passé. Un jeu comme Churchill, produit en 2015, maintenant, il fait un carton. Donc, un jeu sur Pearl Harbor, eh ben, s'il y a un petit éditeur qui est assez courageux de le faire, c'est le cas des gens de Wargame, ils vont certainement... Ah, ça, c'est encore autre chose. Voilà. Qui va publier en 2020, grosso modo, un jeu sur Pearl Harbor, je pense que ce jeu aura du succès. Parce que maintenant, les joueurs sont prêts finalement à avoir un jeu où on va plus tester les scénarios. C'est une sorte de bac à sable. Et puis, effectivement, un des joueurs peut dire, bon, bah, si j'envoie mes vagues d'attaque autrement, qu'est-ce qui va se passer? Si je dispose mes navires autrement, qu'est-ce qui va se passer? Si je mets des filets anti-torpilles, qu'est-ce qui va se passer? C'est ce genre de questions qu'on peut se poser. Aussi, il y a un niveau d'alerte aussi. Donc tout ça, c'est des jeux maintenant, je dirais, ça peut passer. Mais il y a 10 ans en arrière, ça passerait pas. Ensuite, il me reste quelques secondes. Voilà, c'est juste le mot de la fin. Donc, c'est juste le mot de la fin. Ça marche pas. Voilà. Le mot de la fin, effectivement, les Japonais avaient fait des wargames, si je puis dire, pour
pour planifier la bataille, pour planifier le raid sur Pearl Harbor. Donc là, c'est une des photos. C'est quand même assez étonnant. Et ce que je voulais dire, c'est que finalement, qu'est-ce qu'il y a eu avec ce qu'ils ont fait? Ils ont fait pas mal de wargames. Ils en ont fait quelques-uns, mais le problème, c'est qu'ils avaient un biais, c'est-à-dire qu'ils étaient très optimistes. Ils se voyaient, ils se vivaient comme un empire, donc ils avaient tendance à dire ouais, on aura de la chance, ça ira, les dieux sont avec nous. Et ben, après la débâcle de la bataille de Midway, ils ont, on peut dire, commencé à envisager, bon, nos GD sont assez mauvais. Voilà, je vous remercie beaucoup.